Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui. Nous sommes réunis pour nous prononcer sur quelques aspects de la vie politique nationale. Je commencerai mon propos par dénoncer, regretter et condamner fermement la barbarie de la gendarmerie nationale sous commandement du général Moussa Fall, habitué à ces comportements, sur les populations civiles de Taïba Ndiaye hier soir lors de mon passage dans cette localité dans le cadre du Nemmekou. M. Moussa Fall, sous commandement d'Antoine Diom, est habitué des faits. Sa conception de la gendarmerie se résume à la brutalité extrême contre les civils. Tout prétexte est bon pour se livrer à des exactions. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre. Et ces agissements sont des agissements criminels. Hier, beaucoup de jeunes de Taïba Ndiaye se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures très graves. Des jeunes désarmés qui, contrairement d'ailleurs aux manifestations qui peuvent exister à Dakar, non seulement n'ont pas manifesté, mais se limitaient à accueillir un leader politique, mais nous étions dans des contrées qui ne sont pas habituées au contact avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que, malgré la supériorité numérique, ces jeunes ne sont pas battus contre ces gendarmes. Mais quand vous entendez un commandant donner des instructions, des ordres, en disant même s'ils se retirent, tirer sur eux, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. C'est des agissements criminels. Et c'est ça la gendarmerie sous les ordres du général Moussa Fall. Je souhaite prompt rétablissement à tous ces jeunes, tout en réitérant au président Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur, à son général et à son chef de la police, qu'aucune intimidation ne pourra passer. Il s'y essaie depuis très longtemps, mais s'il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas des gens intimidables, c'est qu'il est loin d'être au niveau d'intelligence que nous pensions. Au-delà, ces agissements vont appeler à des réactions des populations. Ça, c'est inévitable. J'y reviendrai certainement. Nous vous avons conviés pour parler principalement de deux séries de problèmes. Le premier est lié aux farces judiciaires en cours, avec un enchaînement inédit que jamais on a vu au Sénégal et peut-être nulle part dans un pays qui se réclame démocratique. Et la seconde série est liée à ce débat, s'il en est, sur le dialogue national. Pour le premier volet, évidemment, mon propos se transformera en un diagnostic, en un audit. Quelqu'un a parlé d'audit hier, mais beaucoup plus à une mise à nu d'un comportement inadmissible de ce qu'il est convenu d'appeler la justice sénégalaise ou un petit pan de la justice sénégalaise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'affaire ne sort pas d'une dizaine de magistrats. Le procureur, Abdou Karim
Diop, le procureur général, M. Ibrahima Bahoum, de manière générale le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Macky Sall, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Macky Sall. Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne soit plus un ordre juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la Justice qui lui-même obéit au droit à l'œil au président de la République. Donc le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Macky Sall qui les a immédiatement, personnellement arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, il faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Macky Sall. La stratégie, c'est quoi? C'est d'arrêter en masse, et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. Et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on les laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire, ou alors, comme El Malick Ndiaye ici présent, on leur met un bracelet électronique. Et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebeuss qui viennent de passer leur Korité là-bas, là où Macky Sall, son fils Amadou Sall, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis, et sa femme Marème Faye Sall, toute leur famille ont passé tranquillement la Korité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Macky Sall, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment dociles, suffisamment couchés pour accepter de finir la sale besogne en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps. Il y a à peine 2 mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile. Et il y a à peine 1 semaine, il a procédé encore à des mouvements. Parce qu'il est à la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut, principalement pour Ousmane Sonko, mais également pour tous ces détenus politiques, dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des maux les plus profonds de la société sénégalaise. Pas l'ensemble de la justice. J'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés, et de sources sûres, puisque ça vient de magistrats, simplement parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à 2 ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de diffamation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés, et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accordé la liberté provisoire à des militants de PASTEF de Keur Massar.
Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kédougou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'assesseur, ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du 8, serait lié au fait que le président du tribunal, le président de la cour d'appel, n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau des cabinets d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice, jusqu'à présent, est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise. Comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates, sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi, pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué alors que je bénéficiais de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué, alors que la loi, la Constitution, comme la loi organique sur l'Assemblée nationale, disent qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant délit. Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placé en garde à vue, en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Serigne Bassirou Gueye a établi un réquisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément, alors que le réquisitoire visait X. Une seconde grande violation de mes droits. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon immunité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas complète, puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi a dit qu'on ne peut pas faire une commission pour lever l'immunité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition opposition-pouvoir.
Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars. Et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche et d'autres procédures ont été ouvertes, notamment pour troubles à l'ordre public, mais également appel à l'insurrection, participation à une manifestation non autorisée. N'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serai pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie un mandat de comparution, ce qui est illégal. Et il m'entend hors présence de mes avocats conseils auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau. Il a fallu tout le tintamarre que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge daigne ouvrir, mais après m'avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque, du temps de Abdoulaye Wade, un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants et pire encore, il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. À l'issue de cela, monsieur le juge d'instruction de l'époque, sous la pression de la rue, parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat. Et c'était le réquisitoire d'ailleurs du procureur de la République. C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il a changé d'option pour me mettre sous contrôle judiciaire. Lequel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais de manière illégale, jusqu'à présent, on me refuse mon passeport, on me refuse tout déplacement en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de 2 ans, j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire, sans suite. Pire encore, 2 ou 3 demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager et souvent le juge n'a même pas daigné répondre. La dernière demande qui a été déposée sur la table du juge Maham Diallo, il n'a même pas daigné répondre. Alors que la loi lui fait obligation de répondre à ces demandes. Ensuite, toujours dans la violation, l'instruction catastrophique du dossier par le juge Maham Diallo, qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Macky Sall. Peut-être c'est une histoire de parenté, peut-être c'est une histoire d'argent, peut-être c'est une histoire de pression. Ce qui est constant, c'est que lui, Maham Diallo, sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier. Il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier, puisqu'il s'était prononcé 1 an et demi à l'avant sur ce dossier,
en publiant un article à charge contre moi. Il ne pouvait plus être présenté les garanties minimales d'impartialité pour instruire ce dossier. M. Maham Diallo a fait fi de tous les éléments qui montraient que c'est un complot, une farce et un mensonge récupéré par l'État du Sénégal. Un certificat médical que tous les Sénégalais ont vu. Un gynécologue qui témoigne et qui émet plus qu'un doute et qui est menacé tous les jours et qui, avec des éléments à l'appui, en preuve, montre qu'il y a eu tentative de corruption sur sa personne par le juge, l'avocat Sow et M. Mahmoud Diallo. De faux prélèvements qui disparaissent, perdus dans la nature. Il a fallu que le juge, 2 ans plus tard presque, mette la pression, fasse un forcing pour obtenir un avis du centre. Ça veut dire que ça n'a respecté aucune procédure. Une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur Bassirou Gueye dans la manipulation du PV. Des audios présentés par le dénommé M. Signas et confirmés par la plaignante qui, devant le juge, dit que c'est ma voix, effectivement, c'est moi qui l'ai dit, mais je plaisantais. Des témoignages qui impliquent Macky Sall directement. Tout ça est dans les PV, figure dans les PV dans le dossier. Les témoignages des autres personnes qui étaient présentes, qui sont tous à décharge. M. Mahmoud Diallo qui, devant le juge, lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui. Autant d'éléments. Et malgré tout, M. Maham Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on agite et pour lequel on retient un de vos collègues, monsieur les journalistes, concernant M. Frédéric Napel, qui est un acolyte et un complice de M. Maham Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Maham Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité. Qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. Qui, dans cet audio, affirme même intervenir dans le cadre d'un prévenu qui aujourd'hui est en détention, qui a été arrêté pour trafic de faux billets pour plus d'1 milliard et qu'il dit qu'il intervient pour le compte de M. Maham Diallo pour que ce prévenu-là soit traité autrement. Allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le butin. Et dans cet audio, ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien Semga préparait un coup d'État pour le 3 avril passé et que c'est lui qui a empêché ce coup d'État et qui en a parlé à M. Macky Sall. C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, fréquentent le bureau du doyen des juges et servent de relais entre lui et autre chose. Et dans cet audio, ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Napel, contre M. Babacar Touré de Kewoulo et M. Ousmane Sonko. Que Babacar Touré sera jugé au mois de juin, il sera condamné à 25 millions et 6 mois, et que Sonko sera jugé au mois d'août, il sera condamné à 500 millions et 1 an ferme. Que c'est ces engagements qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Voilà la mafia d'État que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le registre de la violation de mes droits. Le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison, mais tout mon quartier. J'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Keur-Gorgui, qui sont aujourd'hui les principales victimes de M. Macky Sall. À chaque convocation, même à chaque réunion, c'est tout cité Keur-Gorgui qui est barricadé, gazé, jusque dans les structures de santé. Ma famille qui est empêchée de
d'aller à l'école, d'aller travailler, sans aucune base juridique des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. La brutalité physique contre ma personne. Le monde entier a assisté au bris de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février. Le 8 février, si je ne m'abuse, c'est le 8 février. Le 16 février, au bris de la vitre de ma voiture, avec une violence inouïe, parce que ces tessons de bouteille auraient pu me causer des blessures, soit à l'œil, soit à la gorge, que des agents de l'État puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extraire de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu dans une démocratie. Et tout le monde a assisté à cela. Et si ça se limitait à ça, mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui m'accompagnent ne soient saccagés par ces forces de l'ordre, qui se comportent comme des bandits, qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication. Toujours dans ce registre, le traitement fait à mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Tous ceux qui sont proches de Sonko sont des hommes à abattre pour Macky Sall. Presque, il y a 2 ou 3 ou 4 de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau. Ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je n'ai pas appris d'eux. Aucun d'eux ne m'en a parlé directement. Mais j'ai eu l'information que Maître Ousseynou Fall, Maître Abdinar, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, etc., Maître Clédor Ciré, quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuites de la part du barreau. Ce même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau. Avec l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat. Et le barreau ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. On fait des simulacres de procédure pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursis, etc. Alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat. C'est les textes du barreau. Je ne l'ai pas inventé. Le drame avec Macky Sall, c'est qu'il ne laisse plus aucun segment. Aucun segment. Vous avez vu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger, Maître Juan Branco. Un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre. Cueilli mani militari à l'aéroport, après un voyage de plusieurs heures, avec des gaillards armés jusqu'aux dents, pour être rapatriés directement chez lui. Quel risque et quel danger présentait ce frêle monsieur, j'allais dire, même pour le Sénégal? Absolument rien. Même notre avocat, Maître Guy Hervé Arkam du Burkina, s'est fait convoquer par le bâtonnier pour être copieusement sermonné. Parce que simplement, dans des procédures assez tendues, où chaque avocat défend son client, il a une posture ferme. Et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre. Me permettrait de saluer, de remercier, de féliciter tous ces avocats. Très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime.
Ils sont plus d'une trentaine. Aucun d'eux ne me réclame rémunération. Ils le font pour le principe. Ils le font pour la vérité. Ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants. Même à mes soignants, médecins, infirmiers. Personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique, qui n'a fait que m'accueillir, me poser 3 ou 4 questions. Mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose. Qui ne s'est limité qu'à faire ça, aujourd'hui elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise. Je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était. On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal? Docteur Niang, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie, dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique, parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi, à la cité Gorgorgui. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Cissé. Tous les autres. Docteur Awandoy. Simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko. La traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toute voix discordante. Aujourd'hui, nous avons 355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats. Je le dis ici et je l'assume. Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadilou Tall, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASTEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle, les Niddof, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoi que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel. Car pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses, et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement irrecevable, le président de la Chambre prononce l'irrecevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrecevabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universitaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant.
ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité avec laquelle les affaires sont enrôlées. On n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi j'ai droit à 1 mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Et le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sûreté urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité. Une toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes.
à forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Oui, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou Mbodj à l'arrière de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marius Sagna était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose, ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire ou se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments. Il peut faire les contre-expertises qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, j'ai pas dit meurtre. Parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats, aujourd'hui, les actes à poser, et nous les poserons. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus approfondi. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Et je demanderai à tous mes proches, politiquement, familialement, et toutes sortes de proximité, de se donner les moyens de rendre tous les coups qu'on nous a donnés si ça continue comme ça. Je l'avais dit, c'est ça le sens du Gatsa. Nous ne pouvons pas être dans un pays où Macky Sall pense que lui, son fils, sa femme ont plus droit à la sécurité, à la vie paisible que tous les autres. Je suis père de famille. J'ai des époux, j'ai des enfants. J'ai droit à ce minimum. Et depuis des semaines et des mois, tout le Sénégal assiste à cette persécution de Macky Sall, prolongée par Antoine Diop, Ismaël Madior Fall, le général Fall, M. Yak et tous ceux qui exécutent. Plus maintenant, quelques magistrats
qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon état de santé, je ne baisserai jamais les bras. Ce combat, nous allons le continuer. Je continuerai mes tournées. Je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela. C'est un sacerdoce. Les délits. Je vous ai parlé des violations de mes droits. Mais à côté, il y a des délits. Cette même justice qui s'acharne contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes. Jamais. Jamais. Depuis ma radiation, en 2016. Ensuite, nous avons le cas de notre sœur Maria Massaya, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'au moment où je vous parle, la justice sénégalaise refuse de connaître et de traiter de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mamoud Diallo, que j'ai déposée le 4 mai 2018, sur la table du procureur Abdou Karim Diop, sait que cette plainte est sur sa table. L'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que Sonko a dit est vrai. Et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du doyen des juges d'instruction, le 20 août 2019. Et il a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégalais, député de surcroît en ce moment. Donc, ayant totalement le droit de dénoncer des faits de corruption, des faits de détournement des deniers publics ou des faits d'escroquerie, plus particulièrement, comme l'a dit le rapport de l'OFNAC. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord, auprès du procureur général près la cour d'appel contre Maître Gabisso, puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges juridictionnels. J'ai déposé également contre les sieurs Mamoud Diallo, Mbaye, de M. Mbaye là, Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adissa. J'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis, des éléments audio, des actes, des relevés téléphoniques. Jusqu'à présent, le juge refuse, les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Serigne Bassirou Gueye, avec des faits très précis. La justice refuse de traiter cela. J'ai déposé le 13 janvier 2023 une plainte toujours au niveau du parquet général contre M. El Hadj Diouf. Avant de passer à ça, je rappelle que si le procureur général, M. Ousmane Diagne, a été relevé, c'est parce qu'il avait décidé de donner suite à ma plainte contre Serigne Bassirou Gueye. Immédiatement, Macky Sall l'a relevé de ses fonctions. Contre M. El Hadj Diouf également, le 13 janvier 2023. Contre M. Abdou Karim Diop et Ibrahima Bako. Plainte déposée le 12 avril 2023 auprès du parquet général de la Cour suprême. Pour avoir violé mes droits, là le dossier pendant le délai d'appel. La justice ne donne pas suite. La justice refuse de connaître du dossier des 14 martyrs assassinés lors des manifestations de 2021. La justice refuse de connaître des dossiers des 2 personnes qui ont été assassinées en juin 2022, notamment Idrissa Goudiaby et Diatta, à Ziguinchor et Bignona. La justice refuse de connaître de tous nos recours devant la Cour suprême pour la violation de nos libertés. Comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à cette justice, à lui reconnaître une légitimité? C'est pourquoi je demande solennellement à chacun de prendre ses responsabilités désormais. Que ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande, qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps, qui ont trahi leur serment et qui, pour des raisons
strictement matériels ou matérialistes, ont décidé de servir un homme et non pas le droit, nous ferons face. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal. La justice nous a fait trop de mal. Trop de mal. Il n'y a pas pire injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi ou une institution pour faire du banditisme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est du banditisme de personnes. Et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir. Chacun prendra ses responsabilités. C'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance civique vis-à-vis de cette justice. Parce que quand une justice est injuste, nous n'avons plus l'obligation de la respecter a fortiori, d'accepter de jouer son jeu. Le contenu, vous le saurez. Mais à partir de maintenant, nous avons décidé d'opter pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste. C'était le premier point de mon allocution. Le second est lié au dialogue. On nous parle de dialogue, de dialogue, de dialogue. Mais celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Que les institutions marchent bien. Que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer? Pourquoi dialoguer? Quand cela le tient, on lui accorde cela. Mais la première question que je pose, que sont devenues les conclusions des précédents dialogues? Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016. Et Macky Sall avait décrété cette date, journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile, ceux qui s'empressent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu 2 mois seulement après une vive polémique, vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum, le référendum constitutionnel du 20 mars 2016. Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit non, je ne dois pas diminuer mon mandat. 62% des Sénégalais vous disent, nous sommes d'accord, il faut diminuer. Vous revenez voir le Conseil constitutionnel, qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit non, non, non. Les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est déroulé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigé par M. Famara Ibrahima Sagna, mais dont le pan le plus important était dirigé par Feu Général Niang. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque? 1. La suppression du parrainage, à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances étrangères.
Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la Sénat, dessaisir le ministre de l'Intérieur et créer une autre autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler encore. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il croit que les Sénégalais sont complètement amnésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage. Et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire. La CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne, des États. L'Union européenne a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations, pour dire ce qui ne marche pas et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport? Et deuxième point, sur le bulletin unique, c'était les résultats, je suis en train de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez, on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle, mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur d'avance sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections, les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017, qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition, le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre, alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer
l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article, et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison, sur des bases farfelues. Ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et Macky Sall a dit niet. Sur la pacification de l'espace politique, le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique, prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi, et ceci, nonobstant la rédaction, sur proposition du général Niang, d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs, celle des experts évaluateurs, allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du Pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birame Souleye Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L 29 et L 30, qui aurait réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Benno Bokk Yakaar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on nous parle de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale, si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump, dans tous les cas, sera candidat, sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il y a combien de procédures contre lui actuellement? Il y a qu'ici qu'on dit, si Birame Souleye dit que on est au mois de Ramadan, j'ai surpris Ousmane Sonko dans un restaurant, Ousmane Sonko porte plainte, on dit Birame Souleye ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est quoi ça? Et Macky Sall, avec Ismaïla Madior Fall, vient inscrire ça dans notre code 2017. Et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Avec 1 milliard, combien de salles de classe on peut construire? Combien de postes de santé on peut construire? Ils prennent 1 milliard pour faire ce dialogue. Nous, on avait dit qu'on n'y va pas, parce qu'on sait que c'est une mascarade. À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué? C'est deux choses. Et ça, c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a 3 même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des exécutifs locaux, les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tintamarre, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tintamarre. C'est pour obtenir ça. Si vous me dites, je veux dialoguer avec vous, reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème, on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement, envoyez-moi des TDR pour que je sache de quoi il est question. Troisièmement, mais faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là, ce n'est pas la peine de dialoguer. On va demander
que ça fasse l'objet d'application, c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre, et parce que Macky Sall a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale? Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois. Comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle? Le problème, c'est que Macky Sall a ses objectifs. Mais il pense que pour avoir ce qu'il veut, il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains, parce que certains hommes politiques, leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019, je fais partie des 5 candidats qui avaient obtenu leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie, j'ai écrit pour leur dire: je propose que nous, les 4 candidats de l'opposition, nous boycottions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Macky Sall sera seul à l'élection, il sera obligé de revenir en arrière. Des gens ont sorti ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit Sonko a peur d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème de parrainage, je le dis ici, par la grâce de Dieu. Lors des dernières élections, il y a une liste qui avait été rejetée, il leur manquait 6 000 parrainages. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains pour qu'ils puissent y aller. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains. Parce qu'une partie de nos députés était sur leur liste. Si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, nos députés de Mbacké, ou de Pékin, ou d'Italie, ou je ne sais où, ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de problème de parrainage. Mais malgré tout, je suis contre le parrainage. Parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats. On est 300 et quelques partis politiques. Si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique, mais le fichier ne fait pas ça, on ne pourra pas le faire. Oui, il faut trouver des moyens, une méthode pour réguler également, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats. Mais pas des méthodes aussi injustes. Mais Macky Sall se dit, dans l'opposition, il y en a qui sont obnubilés par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens y travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. Il y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Et quand il s'agit maintenant de Pastef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, bon, il y a le dialogue, ça y est. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. C'est une question de dignité et d'honneur. Il n'a rien compris. Parce que lui, il fonctionne comme ça, il pense que tout le monde est comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'était pour avoir une monnaie d'échange. En se disant que, oui, s'ils viennent, je libère quelques prisonniers, je libère les prisonniers, je dis aux gens, levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire. Il n'a rien compris. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et j'ose espérer que nos partenaires politiques, le F24 en particulier, je crois que la position sera claire de toute façon. Le Yewwi Askan Wi, la société civile, tous ceux qui se battent pour des principes, ne vont pas accepter cette tentative d'avilissement de l'engagement politique.
je te tiens ici, fais ceci, je te donne ça, laisse ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, l'appel au dialogue, actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, si je devais le résumer, du côté de Macky Sall, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le Pastef. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Macky Sall, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais sur la base de la vérité, d'un combat adossé sur l'intérêt national, sur le patriotisme. Mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde. Mais même si nous voyons personne, nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire miroiter des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Macky Sall aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans et aspirer à diriger le pays pour leur dire je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant 2 mandats. Sur 17 millions de Sénégalais, il n'y en aura pas peut-être 3 de leur vivant qui pourront être président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir accompagné. Je veux partir dans les meilleures conditions, continuer à vivre ma vie correctement, parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Demandez au président du Niger, demandez à Gary Rawlings, demandez au président du Ghana, demandez. Je ne parle pas de l'étranger. C'est tout ce que les Sénégalais attendent de lui. À 10 mois de la fin de son mandat, ce n'est pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes. J'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire, parce qu'il ne peut pas gagner ce combat. Dans tous les cas, il va le perdre. Mieux vaut partir dans la dignité, dans la paix. Ici, il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit. Moi, j'ai l'habitude de dire tout ce qu'on m'a fait moi, et tout le monde sait qu'on m'a fait beaucoup de choses. Tout ce qui a été dirigé contre ma personne, je n'en retiens rien. Ce qui relève du bien commun, ça ne relève pas de ma responsabilité. Mais je n'instrumenterai jamais la justice, je laisserai la justice faire son travail correctement. Et c'est pourquoi également je lance un appel à toutes les forces vives regroupées au sein du F24, de notre coalition, à tous les Sénégalais, à tous ces Sénégalais encore debout dans leur domaine, qu'ils soient magistrats, FDS, syndicats, religieux, activistes. Je lance un appel aux ouvriers, aux artisans, aux domdara, aux transporteurs, aux acteurs de la pêche, aux éleveurs, aux enseignants. À vous, la jeunesse sénégalaise. À vous, surtout, la jeunesse sénégalaise. Je vous lance un appel pour que nous ne rations pas encore ce virage. Pour que nous soyons debout pour ce pays. Pour que nous soyons prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour sauver notre pays de la cupidité, de la boulimie,
de l'amour inconsidéré pour le pouvoir. Cela relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous tous Sénégalais. Et je crois pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour réussir ce pari. Je vous remercie.